Bonjour et bienvenue à Entre nous, cette émission spéciale où, entre jeunes, on parle de santé mentale. Je m'appelle Étienne Lefebvre et ensemble, on va explorer 8 troubles de santé mentaux à travers 8 invités pour trouver des pistes de solutions à nos problèmes. Aujourd'hui, on reçoit Patrick, 16 ans, avec qui on va parler de l'impact des réseaux sociaux. Comment ça nous affecte, comment ça affecte notre famille, comment ça affecte nos amis. On va essayer de trouver des pistes de solutions. Mais pour ça, on va aller voir la capsule de la Dr Pagé qui va nous en apprendre un petit peu plus sur l'impact des réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, nous allons parler des fameux réseaux sociaux et de tout ce que ça a changé dans la vie de nos jeunes et des adultes aussi, pas juste des ados et des jeunes adultes, dans la vie de tous, surtout quand malheureusement on développe une dépendance. Donc c'est plus de ça que je vais parler aujourd'hui, tout ce qui concerne les réseaux sociaux et la dépendance qu'on peut développer. Donc c'est quoi la cause de ça? Qu'est-ce qui amène les gens, les jeunes à être autant sur les réseaux sociaux? C'est sûr que toujours cette pression sociale et ce besoin de se comparer aux autres, de voir ce que les autres ont fait, comment ils l'ont fait, est-ce qu'on va être meilleur qu'eux, est-ce qu'on est capable? Alors vraiment, c'est cette pression-là au niveau social qui amène à être beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ça amène aussi quand même une certaine déconnexion de la réalité. Alors, c'est sûr qu'un jeune qui est plus ou moins heureux dans sa vie en général, il va se réfugier dans les réseaux sociaux, dans un monde qui est plus virtuel, de moins en moins dans la réalité. Et ça amène vraiment un évitement, une fuite dans quelque chose de plus virtuel. C'est sûr que ça peut amener tout ça à une exposition à des contenus plus ou moins appropriés, qui peuvent être même nocifs pour la santé mentale des jeunes. On le voit entre autres avec la cyber-intimidation. Ça peut amener toutes sortes de problématiques chez les jeunes, des photos nues qui sont envoyées et qui sont distribuées après ça à des grosses gangs et tout. Là, ça amène vraiment beaucoup de problèmes. Puis c'est sûr que ça amène, comme je disais, une certaine dépendance dans une utilisation vraiment excessive des médias sociaux. Puis il y a une autre cause aussi, plus chez les adolescents qui habitent encore avec leurs parents, mais ça peut être le manque de supervision parentale, même chez des préadolescents, chez des enfants plus jeunes. S'il y a un manque d'encadrement à ce niveau-là, c'est facile pour le jeune qui est tout le temps dans sa chambre ou presque un peu isolé, de passer énormément de temps sur les réseaux sociaux. Puis, on sait aussi que les algorithmes, n'y sont pas pour rien. Tout ce qui est algorithme et marketing va vraiment venir influencer les jeunes à faire certains achats, par exemple, à avoir certains comportements qui n'auraient pas eu sans ce type de marketing-là et sans les algorithmes qui amènent à ça. Donc, ça peut amener le fameux FOMO, la fear of missing out, la peur de manquer quelque chose, de rater quelque chose de vraiment important, qui fait qu'on se retrouve constamment à vérifier sur nos réseaux sociaux, sur notre téléphone ou notre tablette, par exemple. Évidemment, ça peut amener de la dépression parce que le jeune qui passe énormément de temps sur les écrans, isolé dans sa chambre ou au sous-sol, par exemple, qui voit de moins en moins d'amis à l'extérieur de la maison, qui refuse d'aller dans les soupers de famille, bien, il s'isole et il peut finir par vivre des symptômes dépressifs. Et bien sûr, comme je viens de le dire, l'isolement social, refuser les sorties, les parties, les soupers. Donc, ça peut amener jusque-là. Donc, tout à l'heure, j'ai effleuré le cyber-harcèlement, mais on sait que ça peut vraiment devenir problématique, le harcèlement sur les réseaux sociaux, chez les jeunes en particulier. Puis on sait aussi qu'il y a des adultes qui ont des faux comptes, qui vont, on pourrait dire, essayer de séduire des jeunes filles, par exemple, leur demander des photos d'elles en petite tenue et tout ça. Ça peut aller très, très loin. Ça peut être très grave. Les conséquences peuvent être très graves, parce qu'on sait que avant l'âge de 18 ans, tout ce qui est matériel pornographique juvénile, c'est vraiment illégal, c'est punissable par la loi, fait que ça peut aller très loin. Souvent, les policiers vont prendre le téléphone du jeune, puis ça peut prendre énormément de temps avant de revoir le téléphone. Donc, ça peut aller très loin là, au niveau du cyberharcèlement.
c'est sûr que ça peut amener, bien sûr, une faible estime de soi, hein, qui était peut-être déjà fragile ou qui peut le devenir parce qu'à force de se comparer aux autres puis à ceux qui réussissent, mais on se dit que nous, on n'est pas aussi bon, on n'a pas le même type de performance, ça peut entrer dans l'anxiété de performance aussi. Donc, ça amène différentes problématiques à ce niveau-là. La dépendance numérique, hein, j'en parlais un peu tout à l'heure, on sait très bien que ça peut amener des symptômes au niveau de la dépendance, puis je vais y revenir tout à l'heure de ce que c'est les symptômes de cette dépendance-là. L'impact sur l'image corporelle, on le sait très bien, hein, les jeunes sont très sensibles et influençables et à force de voir des influenceurs, par exemple, des jeunes filles qui ont déjà subi de la chirurgie esthétique, etc., ça peut vraiment amener des difficultés au niveau de l'image corporelle, que ce soit pour la jeune fille qui veut être mince ou le jeune homme qui veut être très musclé. On sait que ça peut aller jusqu'à des graves problèmes au niveau de troubles alimentaires. Puis, évidemment, des difficultés relationnelles. Hein? Si on s'isole de plus en plus, qu'on refuse les invitations, qu'on voit de moins en moins d'amis, qu'on ne veut pas sortir, bien, c'est sûr que ça peut amener des difficultés au niveau des relations interpersonnelles. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on observe chez un jeune qui a vraiment développé une dépendance aux médias sociaux? Donc, on va voir souvent une envie là vraiment qui est impossible à arrêter pratiquement de toujours aller vérifier sur notre téléphone, hein, d'être constamment, même si on est en pleine discussion avec quelqu'un, en train de regarder un film en famille, à jouer à un jeu, toujours cette envie irrépressible là, d'aller vérifier au niveau de nos réseaux sociaux. Ça devient une préoccupation constante aussi, hein, ça peut être presque une obsession, des fixations, de vouloir toujours aller vérifier, voir si on a un message de quelqu'un, hein, les fameux messages qu'on peut recevoir, toujours vérifier. Je sais pas moi si on est intéressé à quelqu'un au niveau d'une relation amoureuse, de toujours aller voir est-ce qu'il nous a écrit, aller voir, même il y a certaines applications, je pense comme Snapchat où on peut suivre la personne, on peut savoir où elle est, toujours aller vérifier ça. Ce qui peut évidemment amener de la jalousie et d'autres difficultés dans la relation à ce moment-là. On va avoir une tolérance de plus en plus croissante aussi. C'est-à-dire qu'au début, peut-être le jeune, il passait juste 1 heure là, sur les réseaux sociaux. Puis au fil du temps, l'heure devient 2, 3, des fois une grande partie de la journée. Et le jeune, on sait qu'il va souvent prendre ce temps-là qu'il aurait pu prendre pour étudier, faire ses travaux scolaires, peut-être travailler, si c'est un jeune adulte, bien, au niveau de son emploi, qu'il va passer même au travail de plus en plus de temps. Et comme il y a beaucoup plus de télétravail dans les dernières années, c'est très facile de quitter son ordinateur, ce qu'on est en train de faire en télétravail pour aller vérifier sur notre téléphone si on a eu un message ou quelque chose là, de spécial qu'on ne voulait pas manquer. Donc, on en vient vraiment à négliger nos obligations, que ce soit scolaires, que ce soit professionnelles ou bien sûr des tâches domestiques à la maison. On en vient à négliger ça de plus en plus. Et malgré toutes les conséquences que je viens de nommer, parce qu'évidemment, ça peut amener des conséquences sur nos résultats scolaires, sur notre efficacité au travail, mais malgré ça, on continue quand même à utiliser de façon grandissante les réseaux sociaux, là, malgré tout ce que ça peut amener de nocif pour la personne. Alors, ça serait quoi les stratégies pour arriver à diminuer notre utilisation des réseaux sociaux? Bien, je dirais que au niveau scolaire, même dès le primaire, hein, d'avoir de l'éducation, d'être sensibilisé à tout ça, à ce que ça peut apporter les réseaux sociaux, la cyberintimidation, cyberharcèlement. Je sais qu'au secondaire, de plus en plus, il y a des conférences qui se donnent avec des policiers, entre autres, pour expliquer ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, vraiment, l'éducation, la sensibilisation, c'est extrêmement important dès l'âge du primaire. Dans la famille ou avec les amis, d'encourager la communication, une discussion ouverte. Hein, quand on sent que notre jeune a peut-être développé une dépendance, lui en parler ou même s'intéresser peut-être à ce qu'il regarde pour relativiser les choses avec lui, ça peut être une façon d'aider. Promouvoir évidemment une utilisation, mais consciente, hein, de se donner des barèmes, des limites de temps, peut-être même se mettre un chronomètre s'il faut, une alarme pour dire, OK, je me limite dans le temps 30 minutes sur les réseaux sociaux, puis après, je passe à autre chose, je fais quelque chose qui est dans la réalité, une activité de l'art, du sport, peu importe de la lecture, mais on fait autre chose que ça.
Si, avec l'aide, le soutien de la famille, des proches, on n'arrive pas à se défaire de cette dépendance, évidemment, on peut aller chercher un soutien psychologique avec un professionnel de la santé mentale pour en discuter puis trouver des stratégies là, pour diminuer notre utilisation des réseaux sociaux au quotidien. Donc, bonjour Patrick, comment tu vas aujourd'hui? Moi, ça va bien. Vous, ça va? Oui, ça va super bien. Parle-moi un petit peu de ta relation avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu l'as reçu? Tu as commencé ça avec ton premier cellulaire? C'est quoi les plateformes que tu as commencé à utiliser en commençant? Ben, ce qui s'est passé, c'est que durant la pandémie, c'est à peu près là que j'ai eu mon premier cellulaire. OK. J'ai commencé à installer par TikTok parce que, tu sais, durant la pandémie, c'est là que TikTok, ça l'a juste explosé. Ouais. Tu sais, on était tous là-dessus pendant des heures et des heures de temps parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Tu sais, on était enfermés chez nous. Puis, ben, c'est à peu près là que j'ai commencé. C'est sur TikTok. J'ai commencé à faire des vidéos, puis tout. Puis après ça, j'ai installé d'autres plateformes, genre Instagram, Snapchat, tout, parce que je voulais commencer à parler avec mes amis. Ouais. Puis là, en même temps, des cours en ligne, tu sais, c'était un peu dur pour les profs de nous regarder, tu sais. Donc là, j'étais sur TikTok durant les cours de pandémie, la pandémie, en dessous de la table et tout. Puis j'étais comme... As-tu vu que ça allait affecter peut-être tes performances à l'école? Oui, à un certain moment, c'est sûr que mes notes étaient plus basses parce que j'écoutais plus durant les cours. J'étais sur mon cell, puis je m'en foutais un peu de ce que le prof disait. J'étais sur TikTok ou j'étais sur Instagram en train de liker des posts, puis tout. Puis tu sais, avec l'algorithme et tout, c'est comme un peu dur de comme lâcher, là. Ouais, mais ça donne de la dopamine aussi, là. C'est très, très rapide. On consomme beaucoup et très, très rapidement. Est-ce que toi, tu as ce besoin-là de te comparer aux autres sur les réseaux sociaux? Tu sais, parce qu'on souvent, on va se partir un Facebook, un Instagram, bon, puis là, on va commencer à mettre des photos de nous autres, de notre vie, de notre lifestyle. Mais on le fait souvent pour les autres, puis pas pour nous-mêmes. Ouais. Puis quand on le fait pour nous-mêmes, des fois, c'est à travers l'approbation des autres qu'on essaie d'aller chercher. Est-ce que toi, tu as ce sentiment-là de devoir te montrer aux autres? C'est sûr que c'est venu avec la maturité puis l'éducation, parce que, tu sais, ils nous donnent des petits cours à l'école sur sur la sensibilité, puis comment il faut faire attention sur les réseaux sociaux, puis comme quoi qu'est-ce qui est vraiment important, c'est qu'est-ce que nous-mêmes, on pense de nous-mêmes. Donc, c'est sûr que il y a une couple d'années, c'est sûr que moi, je postais beaucoup pour qu'est-ce que moi, je voulais que les gens me voient, comment que moi... Puis c'est sûr que j'ai changé certaines choses à propos de moi-même quand j'étais plus jeune, puis... Mais là, maintenant, avec la maturité que j'ai, puis avec l'éducation que j'ai, c'est sûr que moi, je m'accepte comme je me suis moi maintenant. Ouais. Mais je connais des gens qui, écoute, ils sont sur Instagram, ils sont toujours comme « Oh my God, il faut que je arrange mes cheveux, il faut que je refasse mon make-up. » Je suis comme « Il faut que tu t'acceptes comme tu es vraiment. » Parce que qu'est-ce que les autres pensent de toi? Il va toujours avoir des gens qui vont penser de toi d'une mauvaise manière. Mais si tu as un bon entourage autour de toi ou si tu as de l'éducation, tu peux comprendre que même toi-même, tu es autant important que n'importe qui d'autre, puis tu es autant belle comme personne, tu comprends? Oui, c'est ça, de comprendre qu'on n'a pas besoin de l'approbation des autres pour construire notre confiance personnelle. Exactement. Mais, on va se le dire, l'approbation des autres puis les commentaires des autres nous font du bien quand même. Quand quelqu'un dit « Hey, t'es bien beau aujourd'hui » ou « Tu rayonnes », que ce soit sur Instagram ou que ce soit dans la vraie vie, ça nous fait du bien puis ça construit notre confiance. Par contre, c'est beaucoup plus facile sur les réseaux de le faire que dans la vraie vie. Mais c'est ça. Sais-tu pourquoi les gens, on ne s'ouvre pas autant puis on n'est pas autant vulnérable l'un envers l'autre dans la vraie vie puis que c'est tellement plus facile d'écrire « Ah, t'es belle, je t'aime » sur un commentaire, j'ai hâte de te revoir. Mais quand on est ensemble ou, je veux dire, on chill à un party, on se dit pas des belles affaires de même. Je trouve que c'est surtout dans le regard des personnes. Tu peux pas regarder quelqu'un face à face sur les réseaux sociaux. Tu sais, t'as ton photo de profil, t'as tout ce que tu vois dans un message de texto, c'est les textos. Tu n'es pas capable de regarder la personne, puis de comprendre ses émotions, puis de comprendre qu'est-ce qu'il te dit. Donc, c'est sûr que c'est plus stressant sur le moment de dire « je t'aime » à quelqu'un que le dire en réseaux sociaux. C'est ça. Oui. Ça dépend vraiment de comment que tu regardes la personne ou de comment la situation que t'es. Est-ce que tu as déjà senti que sur ton cell, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, peu importe ce que tu utilises, ça t'a sorti de la réalité? Je t'explique un petit peu.
Des fois, on est dans un souper de famille, ou que ce soit à Noël ou n'importe quoi, puis là, dès que tu t'ennuies, tu sors ton sel. Dès que tu n'as plus de conversation, tu sors ton sel. Mais tu mets, selon moi, un blocage aux autres de venir te parler. Fait que là, tu continues à être sur ton sel, puis là, tu peux voir, il y a 2-3 personnes qui font ça, mais le souper de famille où le but, c'est de discuter, puis d'en apprendre un peu plus sur les autres, savoir qu'est-ce qui s'est passé. As-tu déjà vécu une expérience comme ça, que ce soit dans ta famille ou même avec tes amis? Tu sais, t'es dans une conversation, on est dans une conversation ensemble, là, on se parle, je reçois un buzz. Là, j'attends rien que tu arrêtes juste un petit peu, là, puis que tu décroches un petit peu de la conversation, je sors mon sel. Mais toi, tu n'avais pas fini. Puis là, comment tu réagis? Est-ce que tu attends? Est-ce que tu te disais, hey, c'est parce qu'on est en train d'avoir une discussion? Est-ce que ça t'arrive comme ça de sortir de la réalité, toi, personnellement, ou de vivre des expériences comme ça? Je reviens sur l'affaire des algorithmes, surtout. Ouais. Si par exemple, tu as ton souper de famille, par exemple, comme tu m'as dit, puis tu sais plus quoi faire, t'es bored, tu sais. Tu sors ton affaire, puis là, Facebook, Instagram, TikTok sont tous mis par un algorithme. Qu'est-ce que tu likes, qu'est-ce que tu regardes, c'est qu'est-ce qui va refléter sur tes réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que c'est plus dur de mettre un blocage, tu sais. C'est plus facile de sortir de la réalité quand qu'est-ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est des choses que tu t'intéresses, c'est des choses que tu aimes. Oui, c'est ça, c'est déjà des choses que tu aimes, tu le sais. Exactement. Mais mettons que tu connais les Be Real? Oui. Les Be Real, pour ceux qui ne le savent pas à la maison, c'est une nouvelle application. Quand tu reçois la notification, tu dois te prendre en photo maintenant. À partir de ce moment-là, ça pose, puis le but de Be Real, c'est soit vrai. Donc, on veut montrer, c'est le fun parce qu'on veut montrer le vrai, pas le arrangé comme sur Instagram où souvent on prend 18 fois la même photo. Mais en même temps, ça nous oblige à décrocher de la réalité à un moment précis parce que le Be Real, dans 1 minute, tu ne peux plus le faire. C'est maintenant. C'est ça. Puis il crée comme ça des vagues, si on veut, entre jeunes. Fait que souvent, j'étais avec des amis, puis là, c'est Be Real Time. Fait que là, tout le monde, on se prend en photo, mais on décroche de la réalité. Penses-tu que ça peut être aussi nocif qu'un autre? Mais c'est ça. Vous m'avez donné l'exemple justement, tu sais, t'es en train de parler avec quelqu'un, puis là, tu sais, t'as la notification, puis là, t'attends, puis là, tu veux juste, là, ça, c'est de l'adrénaline pour réduire, tu sais, c'est juste ça que tu veux. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu parles avec quelqu'un, puis là, t'as la notification, oh, c'est le temps d'être Be Real, là. Puis là, tu décroches, c'est comme, oh, il parle, puis là, tu es comme, oh, Be Real. Comme... Oui, mais tu sais, t'es dans une conversation hyper profonde avec quelqu'un où tu commences vraiment, les deux, vous commencez à vous ouvrir, à vous connaître, puis à se donner des trucs, peu importe c'est quoi le sujet. Une conversation profonde, ça prend quand même, ça prend du temps de développer ça avec quelqu'un. Puis quand tu réussis à tomber là-dedans, d'avoir quelque chose d'extérieur c'est comme si un ami sauterait dans ta conversation entre nous deux puis crierait quelque chose. Mais c'est ça. Ça fait pas de sens. Tu sais, tu veux garder ça parce que ça fait un bout que tu le travailles, ça fait 20 minutes qu'on parle d'un sujet super profond sur, mettons, la vie des belugas en captivité, peu importe c'est quoi. Ben moi, je trouve ça poche, en fait, qu'on soit esclave de ça. Toi, tu te sens-tu un peu esclave dans ta génération? C'est sûr que tu dis à quelqu'un, alors moi je veux pas être sur les réseaux sociaux, t'es comme, t'es pas sur les réseaux sociaux. C'est une pression sociale de pas être sur les réseaux sociaux. Puis tu sais, c'est comme, en même temps, c'est rendu une plateforme pas juste pour se démontrer, mais pour jaser, puis pour se donner de l'information, puis tout. Puis si t'es pas capable de parler avec du monde, t'es pas capable de faire des rendez-vous à certaines places, c'est rendu vraiment une obligation d'être sur les réseaux sociaux maintenant. C'est rendu que si tu poses pas, si tu n'es pas capable de montrer où c'est qui t'es ou avec qui t'es ou whatever, parce que, tu sais, Facebook, ils ont toutes tes infos. Tu serais rien dans le fond. Exactement, c'est ça. Genre. Puis, tu sens-tu que tu as déjà voulu peut-être changer ton image ou démontrer autre chose avant, mettons, tu dis, faut que je pose quelque chose ou je prends une photo, puis là, ce serait le fun de la poster, mais elle n'est pas tant belle, je vais en prendre un autre. Jusqu'à temps que tu ailles la recherche de cette perfection-là. Donc, tu es en train, en fait, de faire tout ça pour les autres. T'as-tu déjà voulu, mettons, changer ton image? Ben c'est ça, tu sais, c'est souvent... Moi, là, je suis un gars qui capote avec ses cheveux. Hein. Moi, si mes cheveux sont pas bien placés, c'est comme Donc là, tu sais, je prends une photo dans le miroir ou comme ça pour une story Instagram pour dire un plan de ma journée, par exemple.
Puis là, après ça, je vois que mes cheveux, là, sont pas bien placés, là, comme je le voulais. Je suis comme, OK, il faut que j'arrête, il faut que je le refasse. Mais ça, au final, ma story n'a même pas rapport, par exemple, avec mes cheveux. Puis les gens vont juste regarder le texte, ils vont même pas regarder mon visage. C'est ça. On focus beaucoup sur ce que nous, on n'aime pas, mais en fait, les gens, ils regardent, Exact. ils regardent le tout, tu sais. Quel truc que tu aurais à donner à un autre jeune ou à un ami qui se met beaucoup de pression par rapport aux réseaux sociaux puis que sa vie est un petit peu régie autour de l'image qu'il met? Comment tu ferais pour le grounder vers la réalité? Moi, je suis quelqu'un qui est souvent là pour ses amis. Moi, je suis quelqu'un qui, si jamais mon ami est en détresse, moi, je vais être là, tu sais. Puis moi, je dis toujours à mes amis, tu sais, peu importe comment que comment tu places tes cheveux, comment que tu te montres sur Instagram, moi, je vais t'aimer pour la personne que t'es. Puis moi, je vais être là pour n'importe quelle personne que t'es, là, que tu sois une mauvaise personne, une bonne personne, whatever. Moi, je trouve qu'on est chacun des humains et qu'on a tout le droit à avoir de l'aide dans la vie. Puis que ça soit que tu te montres sur Instagram et que c'est pas vraiment la réalité, parce que tu sais, tu peux avoir une mauvaise vie à l'extérieur d'Instagram puis avoir une belle vie sur les réseaux sociaux, par exemple. Puis moi, je suis comme, OK, ouais, mais moi, je vais être là pour toi, tu sais. On s'en fout qu'est-ce que tu postes sur les réseaux sociaux. Moi, je vais être là pour toi en personne. Tu sais, moi, c'est ça. Dis-moi, Patrick, est-ce que tu as déjà vécu de la cyber-intimidation, quelque chose qui ressemble à ça, ou tu as des amis peut-être qui en ont déjà vécu? Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment vécu ça. Mais c'est sûr que, tu sais, avec qu'est-ce que tu mets comme commentaire en dessous d'un post, il y a des gens qui peuvent répondre à ton commentaire. C'est facile parce qu'on se cache derrière un avatar. Exactement. Puis il y a des gens, écoute, des fois, moi, je mets, par exemple, moi, je suis des choses de football sur mon Instagram. Puis là, moi, je mets quelque chose, mon opinion sur un joueur. Puis là, l'autre, il me dit, il m'envoie à chier, là. Tu sais, il me dit, hey, non, mais tu fais pas ça, tu me dis pas ça. Puis là, il commence à dire des menaces et tout. Je suis comme, OK, wow, là. Donc là, j'enlève mon commentaire. Puis je suis comme, OK, c'est la paix. Mais j'ai déjà connu un ami que, lui, dans ma classe, il était pas vraiment bien aimé, OK? Parce que il était un peu bizarre. Il était différent. Il était différent, mais il disait aussi des choses un peu méchantes à propos de certaines personnes. Puis tout. OK. Puis, en tout cas, ça, c'est pas grave. Il n'y avait pas les meilleures qualités sociales ou aptitudes sociales pour réussir à se faire apprécier par les autres. Exactement. Mais toi, tu n'as pas vu ça. Tu as vu peut-être quelqu'un que tu pouvais peut-être aider ou en fait, tu as vu une certaine opportunité, détresse. C'est ça. Puis, qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune-là? C'est au niveau de la cyberintimidation? Ben, il y avait des menaces qu'elle allait se suicider, malheureusement. Ouais. Et il postait des choses sur ses stories avec des couteaux et tout ça. Il dit, OK, là, c'est ma dernière journée. Je suis comme, non, j'ai appelé, moi et mes amis, on s'est parlé, puis on a dit, OK, on va appeler la police. On a appelé la police, ils sont tous occupés de ça. Ouais. Les profs étaient au courant, puis on l'a vraiment aidé. Puis maintenant, la personne, elle va super bien, puis c'est ça. Tu n'as pas eu peur de prendre des mesures, même parce que tu savais que c'était pour le bien de cette personne-là, puis qu'elle était en détresse. Malgré que si tu serais allé la voir, elle t'aurait sûrement pas écouté toi. Mais tu es allé à un palier un petit peu plus haut pour aller chercher de l'aide, des choses que toi, tu n'es pas en mesure, en fait, d'aider la personne. Tu n'es pas un expert en tant que tel. Mais je pense que c'est bien que vous ayez pris le temps, toi et tes amis, de tendre la perche quand même à cette personne-là. Parce que souvent, quand on est dans des situations de détresse comme ça, on ne se rend pas compte qu'on est en détresse. C'est ça. Puis toutes les personnes qui viennent autour de nous, tu sens ça comme des attaques. C'est ça. Fait que tu vas te fermer à toute personne qui va essayer de t'aider, en fait, qui est là pour les bonnes raisons, mais toi, tu le vois pas comme ça. Fait que ça, c'est très honorable de ta part. Patrick, dis-moi, quel genre de ressources sont disponibles, dans le fond, pour les jeunes, selon toi, pour les réseaux sociaux? Tu m'as parlé tantôt que vous aviez des petits cours à l'école de sensibilisation par rapport à l'impact des réseaux sociaux sur vos vies. C'est quoi la quantité? Est-ce que tu as une heure dans tout ton secondaire? Puis est-ce que tu as d'autres ressources qui sont proches de toi? Est-ce que pour toi, tes amis, c'est des ressources? Ta famille? Est-ce que tu serais plus du genre à essayer de googler est-ce que j'ai une dépendance aux réseaux sociaux? Les cours, ça c'est de un. Les cours, ils sont offerts genre
3-4 fois par année, ça dépend. OK, quand même. Puis de secondaire 1 à 5 ou... Ça dépend vraiment parce que c'est des organismes qui viennent à l'école puis qui parlent de ça aux élèves. Puis ça dépend vraiment des nombres de fois, mais il y en a que c'est 2 fois par année, il y en a que c'est 3 fois par année, il y en a d'autres qui ça peut être 6 fois par année. Ça dépend vraiment des organismes que l'école engage, par exemple. Mais si jamais quelqu'un est en détresse, moi, je recommande d'en parler à un ami, à de la famille. Le plus possible, peut-être à une TES de l'école, parce que moi, je trouve que ils sont spécialisés dans le fait de parler de la santé mentale, que ça soit autant réseaux sociaux, que ça soit problème à la maison, que ça soit n'importe quoi. Les TES de l'école vont toujours être là. Les profs, n'importe qui est vraiment capable de prendre les mesures dans leurs mains puis peut-être vraiment changer la personne. C'est ça, puis pas de se sentir jugé parce que c'est des professionnels, parce qu'on parle souvent de nos amis, de nos proches. Ces personnes-là, souvent, ça va être les premières qu'on va dire « Ah, on va y aller », mais il y a une pression sociale de dire « Je vais me faire juger ». C'est ça. Je vais me faire juger par ces personnes-là. Fait que c'est de comprendre aussi que les ressources qui sont disponibles, les ressources professionnelles, ne sont pas là pour juger, mais de donner des outils pour comprendre ce qui t'arrive puis te faire évoluer là-dedans. Dis-moi, par rapport à cette sensibilisation-là qui se passe dans les écoles, est-ce que tu trouves qu'elle est actuelle? Est-ce qu'elle est donnée par des vieilles personnes ou elle est donnée par des jeunes? Parce qu'il y a quand même une différence au niveau des générations puis de la pertinence de comment on le comprend. Moi, mes réseaux, c'est plus Facebook avec mon âge. Instagram, Snapchat, j'ai pas embarqué là-dessus. Vous autres, c'est plus Snapchat, TikTok, BeReal. Il y en a certains d'entre vous qui ont des Facebook, mais souvent, c'est parce que leurs parents ont des Facebook. Ou c'est pour communiquer sur Messenger. Donc, on vit quand même des réalités différentes parce que plateforme différente veut dire réalité différente. Tu dois le comprendre. Entre jeunes, on le sait. On n'est pas là pour le même genre de contenu. Fait qu'est-ce que tu dirais que les organismes étaient pertinents? Est-ce que c'était des gens qui, selon toi, étaient bien outillés aussi? Ou c'était seulement une mesure, je veux dire, gouvernementale pour dire on sensibilise nos jeunes? Moi, je trouve que c'est des bons organismes parce que souvent, je réalise que c'est des gens sûrement plus vieux, c'est ceux qui sont plus vieux, mais sont quand même d'une génération très proche de la nôtre, puis sont capables de comprendre un peu plus notre réalité que, par exemple, quelqu'un de 70 ans. Là. Ouais, c'est ça. Tu t'es quand même senti interpellé. Exactement. Genre, tu es capable de comprendre un peu plus l'impact quand ça vient de quelqu'un qui est proche de toi, de ton âge, de ta réalité. Oui, c'est ça. Tu lui fais plus confiance, en fait, parce que tu te dis, il doit avoir vécu les mêmes affaires que moi. Donc, exactement. Il dit pas n'importe quoi. C'est ça. Tandis que des fois, on se fait enseigner par je veux dire, une personne de 70 ans qui me dirait ça, je dirais, mais qu'est-ce que tu connais de ça? Fait que ça m'intéressait de savoir, justement, est-ce que tu as trouvé que c'était des ressources pertinentes? Puis dis-moi, écoute, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il y a une dernière question que j'aimerais ça te poser. Tu as eu ton premier cellulaire, ou en tout cas, tu as commencé à être sur les réseaux sociaux en été 6e année, je pense? Oui, à peu près. OK. Donc, tu avais 12 ans? Oui, 12 ans à peu près, oui, c'est ça. Quel conseil tu t'aurais donné aujourd'hui à voir là, des fois comment tu consommes, puis comment ça peut créer de l'isolement, comment ça peut créer des malaises avec tes amis quand tu es dans des conversations, ou l'impact en fait négatif que les réseaux sociaux peuvent avoir. Si tu aurais un conseil à donner à Patrick de 12 ans qui va rentrer au secondaire puis qui va avoir plein de pression de ses amis pour être hot puis avoir des profils de ci, de ça, communiquer sur ci, sur ça, qu'est-ce que tu lui dirais en fait? Moi, je dirais juste aime toi-même. Like, on s'en fout qu'est-ce que les autres ils pensent de toi. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que toi tu penses de toi. Puis les vrais amis que tu vas te faire, puis les vraies personnes qui vont être là pour toi, c'est les personnes qui vont t'aimer pour qui tu es vraiment, puis pas qu'est-ce que tu poses sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, on s'en fout de la pression sociale, on s'en fout c'est quoi les nouveaux trends ou c'est quoi les nouveaux choses à faire là, qui vont être super cool. C'est ça. Fais ce que toi tu veux, puis aime toi-même. Aime-toi toi-même. Aime-toi toi-même. Et les autres vont t'aimer pour qui tu es. Exactement. Donc, c'est tout le temps qu'on avait, mais c'était très, très pertinent. Je suis content que tu sois venu avec nous parce que j'en ai appris beaucoup plus. On n'est pas la même génération. Et merci de m'avoir accueilli. Bien, ça fait plaisir. Je pense qu'à la maison, on a donné beaucoup d'outils. On a essayé de comprendre, en fait, que ce qui est important, c'est nous autres, pas l'image qu'on va percevoir. Puis si on est content avec l'image qu'on donne, c'est tout ce qui compte. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes de poster des affaires parce que c'est le fun de montrer ce que tu fais à tes amis, mais fais-le pour toi. C'est tout ce qui compte.
Bye.